La vie de star, la vie d'artiste. Si je demande à Madame Taubira de se présenter. Je vais juste vous demander de faire votre travail. On est à Petit Saut. Je plonge. Après vous, Madame, moi je vous aide à monter. Vous n'étiez pas né que je montais dans des canaux. Il a appelé en hurlant Madame Taubira, vous salissez la France. La bêtise où vous vous êtes dit, ah ouais, c'est si quoi maman l'apprend là, c'est compliqué. On comprend un qu'il n'y a pas de recette, l'autre qu'il n'y a pas de formule magique. On a failli mourir. Le sel et le piment, le sel et le poivre. Bonjour. C'est un manque de sel. Du sel et du poivre, s'il vous plaît. T'es quelqu'un, toi. Bon, vous avez peut-être déjà remarqué, on reçoit une invitée spéciale aujourd'hui. Là, vous pouvez lire de l'émotion par là et par là beaucoup. On va cuisiner avec Francilda. Francilda. Et si je demande à Madame Taubira de se présenter, elle va... Je vais juste vous demander de faire votre travail. Très bien. Ok, Madame Taubira, c'est la première femme noire à se présenter aux élections présidentielles en France. La loi mariage pour tous. Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? L'auteur de nombreux livres. Une femme de conviction connue pour ses prises de parole au Sénat. Pour énerver leurs parents, mais d'enfants de ce pays, d'enfants de la République. Et ces enfants-là, quoi que vous disiez, nous allons les protéger, madame. Et surtout, la loi reconnaissant l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité. On peut partir tout de suite en cuisine. Là, on va préparer une écrasée de pommes de terre. Je fais bouillir l'eau et sel. Et là, je vais commencer à assaisonner mon écrasé. Je vais écraser avec une fourchette. Est-ce que vous aimez les pommes de terre, vous? Moi? Ouais. Mon préféré, mon igname. Mon dachine. Ceci étant, je rappelle que la pomme de terre vient des Amériques et qu'elle a sauvé des vies à l'occasion d'épidémies. En Europe, il y a toute une série de... Alors ça, c'est un légume, mais il y a C'est pas un féculent. Oui, c'est un féculent. D'accord. Bravo, madame. Mais oui, les cours de biologie étaient bien suivis. Oui. Est-ce que c'est quoi votre plat d'enfance? Le plat que vous mangiez tout le temps quand vous étiez petite? Ah, j'étais obligée de manger un plat tout le temps. Moi, Je sais j'aime pas. varier, j'aime varier. Mais le Je suis plat que désolée vous aimiez. de compliquer. Non, mais j'aime. Le plat que vous aimiez beaucoup quand vous étiez plus jeune? Moi, j'étais surtout très oiseau fructivore. Je consommais beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Et c'est très bon. Voilà, pour vous, j'ai préparé, j'ai écrasé les patates, les pommes de terre. J'ai rajouté l'huile d'olive, un peu de poivre, un pincé de sel. Si ça dépend, parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas la basilic ou le persil, j'y rajoute à la fin pour donner un peu plus d'épices, pour donner un peu de goût dans l'écrasé. Ah, très bonne idée. Ah, puis le persil. En plus, le persil, on sait qu'on s'en sert aussi un peu à des fins thérapeutiques. Comme presque toutes nos plantes ici, hein, il y a, oui. Et vous utilisez les plantes quand vous êtes Moi, je fais malade? volontiers des tisanes. C'est quoi votre tisane? Bon, vous allez me dire, j'aime varier. Mais oui, j'aime tout varier, alors faut s'habituer. La cuisine, c'est aussi à la fois les parfums, les odeurs et les couleurs. Oui. Enfin, moi, je mange aussi avec les yeux. Si ça me plaît au regard, ouais, ça a de l'allure. C'est déjà appétissant. Ah, merci. Après, j'ai déjà assaisonné mon poisson. L'heure qu'il faut que je dresse l'assiette, je vais poêler, je prépare les légumes et je vais dresser l'assiette pour vous. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Est-ce qu'on sait vraiment comment s'épanouir? C'est difficile de trouver ce qu'on veut être dans la vie. Heureusement. Sinon, ce serait vite réglé. C'est pas la peine de vous entendre. J'avoue.
Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve que souvent, et je pense que les jeunes aussi sont comme moi, on erre, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Ça fait partie de la vie. Moi, je trouve que c'est un privilège extraordinaire de se dire on n'a pas un destin tout tracé. C'est fabuleux. C'est vrai. Il y a des sociétés où on n'échappe pas à son destin parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a des coutumes, parce qu'il y a un mode de fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire que ça empêche qu'on s'épanouisse. Par contre, il y a des sociétés qui ont l'air d'offrir beaucoup de liberté, mais qui mettent tellement de conditions à ces libertés, des conditions qui sont des conditions inégalitaires. On ne fait pas en sorte que ceux qui ont des familles, qui ont d'immenses moyens, eh bien, continuent comme ça, et puis ceux qui qui sont nés dans des familles qui n'ont pas les moyens, ni les moyens matériels, ni les moyens financiers, ni parfois le capital, ce qu'on appelle le capital culturel, dans ces sociétés-là, en fait, on entrave. On dit, vous êtes libre, construisez votre destin. Mais en réalité, il y en a qui démarrent avec des ailes en plumes, et puis il y en a d'autres qui démarrent avec de gros boulets aux chevilles. Comment était votre enfance? Déjà, on parle d'école et on parle d'aller à l'école. Je sais qu'aujourd'hui, tous les Guyanais n'ont pas la chance de pouvoir aller à l'école facilement. Certains prennent la pirogue. Pour certains, c'est difficile d'aller à l'école. Et pour vous, comment c'était? Comment vous alliez à l'école? Moi, j'ai grandi à Cayenne, donc c'est plus simple. J'allais à l'école, c'était un privilège extraordinaire. Je suis d'une famille pauvre et monoparentale. En fait, je suis une famille modeste. Parce que la pauvreté, c'est autre chose. Nous avions à manger tous les jours. Hein, c'est pas ça, la pauvreté. Ah, donc, nous avons grandi avec ma maman, un seul revenu à la maison, une famille nombreuse. Donc, c'était modeste, ça n'était pas pauvre. On n'était pas pauvre. Ma maman arrivait à nous offrir des vêtements neufs pour le jour de l'an, par exemple. Ah, c'était le jour où... C'était un rituel. Et comment s'habillait le jour de l'an? Ah, moi, je me souviens notamment d'une jolie petite robe à carreaux rose et blanc. Bon, mais... et ça, c'est extraordinaire parce que ça veut dire que dans des familles modestes, il y a cette préoccupation de faire en sorte que mes enfants, parce que c'était des familles nombreuses en général, mes enfants ne soient pas écrasés socialement. Et qu'il y a des codes dans la société, il y a des moments, des temps dans la société où il y a quelque chose qui permet aux enfants de se sentir appartenir à l'ensemble. Et comment on vous décrivait quand vous étiez petite? Parce que là, je pense que le monde entier se dit, Madame Taubira, c'est une personne. Elle sait ce qu'elle veut, c'est voilà. Et petite, comment vous étiez? Est-ce que vous étiez déjà si déterminée dans la vie? Alors, la détermination, on peut l'avoir par tempérament, on peut aussi la créer par philosophie de vie. Moi, je pense que j'ai toujours su ce que je voulais, d'une part, mais paradoxalement, j'ai toujours été, oui, déterminée dans ce que je faisais, dans ce que je voulais, dans ce que je faisais, mais en même temps, j'ai toujours été une grande rêveuse. Je suis très, très sensible à la littérature, à la poésie, à la rêvasserie même, la rêvasserie. Baillot-Corneille, là. Rester là comme ça, pendant des heures, ne rien faire, ne rien dire, ne rien entendre. Et je crois que je me suis toujours ménagé des espaces pour ce type d'activité inactive. Moi, je pense qu'il faut, en tout cas, il faut se poser comme étant sujet et actrice ou acteur de son propre destin. Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tout, ça ne veut pas dire qu'on va tout réussir, mais ça veut dire qu'on se pose soi comme une personne qui agit sur soi. Mais vous, qu'est-ce que vous aviez décidé? Ah ben, moi, j'ai changé de métier à plusieurs reprises. Moi, j'ai pensé être institutrice d'abord, ensuite j'ai voulu être avocate, ensuite j'ai voulu être chirurgienne. Ben, heureusement. Et c'était comment d'être... C'est chouette parce que j'ai une vie où j'ai été plein de choses. Rien de ce que j'avais prévu. Mes premiers engagements et mes premiers combats sont militants. Et c'était notamment une grève au lycée. Pourquoi? Une grève importante parce que nous revendiquions l'enseignement de la littérature africaine et afro-américaine. Dans la décennie 60-70, ce sont les grands mouvements pour les droits civiques aux États-Unis. On était moins aliénés que maintenant, et encore maintenant, le monde entier est à la portée de tout le monde. Mais on était conscients de la présence, de l'existence des États-Unis et des combats des Africains-Américains, et de l'existence de l'Amérique du Sud. Donc, par exemple, nous avons livré des grèves pour réclamer l'enseignement du portugais. Le portugais ne faisait pas partie des options de langue vivante. Merci. Você fala português? Pouquinho. Depende da oportunidade de praticar.
Très bien. Est-ce qu'on pourrait dire, je pars peut-être très loin, mais que vos valeurs et toutes les revendications qui suivront partent de votre maman ou c'est trop? Très largement, non, on peut le dire. Elle nous a donné des principes. On a pris, c'était l'époque des raclés, là. Vous prenez des Je ne coups? pas me connaître ça, moi. Je ne pas me savoir ça les dit. Vous prenez Oui, nous des t'es coups? un coup. Moi, t'es un coup tous les semaines. Là, vous êtes embêtant. Moi, t'es cassassé. J'admets que je crois qu'en général, c'était mérité. Ce qui était mérité, c'est d'être, ce qu'on disait, ramené dans le droit chemin. Bon, moi, j'ai jamais vu le droit chemin. J'ai ouvert des chemins droits, mais j'ai jamais vu de droit chemin. Donc, mais oui, non, je crois, je dois beaucoup à ma maman, qui avait une philosophie de vie extrêmement claire, construite, rigoureuse, généreuse, tout en ayant parfois des principes un peu rigides, avait une telle sensibilité aux autres qu'on était constamment là, près de la ligne, obéir, ne pas bouger, etc. Mais en même temps, je désobéis parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Ça a été quoi votre plus grosse bêtise? Ah non, moi j'ai une collection là. La bêtise où vous vous êtes dit, ah ouais, si quoi? maman l'apprend, là, c'est compliqué. Ah non, parce que de toute façon, vous saviez? si elle apprend, j'aurai ma raclée, c'est tout. Même. Comment on peut anticiper la raclée? Ça fait moins mal de ça. Quand on anticipe, Il n'y a ça pas passe la douleur mieux. de la surprise. C'est vrai, ça. Tu sais que tu vas prendre tes coups, on dirait que tes muscles. Je veux dire ça parce qu'on ne frappe plus les enfants, heureusement. Donc ça veut dire que vous faisiez des bêtises et vous saviez ce qu'il allait se passer? Je sais pas, une vie sans bêtises, une vie sans transgression, d'interdit. Enfin, je sais pas moi. Les ados, ça transgresse. Les enfants font des bêtises. Les pré-ados commencent à tester, là. Et les ados transgressent. Bon, mais on sait qu'on transgresse. On fait quand même. En plus, le charme, la saveur, le sel et le piment, le sel et le poivre. Et aujourd'hui, vous êtes toujours proche de vos frères et sœurs? Et ça, on le doit quand même à notamment un grand frère et une grande sœur. Parce que maman est morte, il y avait des mineurs, on était 6 mineurs. J'ai une grande sœur Nicole et un grand frère Antoine qui ont été absolument admirables. Alors que c'est avec le recul que j'ai réalisé qu'ils étaient très jeunes encore eux aussi. Ça se passait comme ça avant? Non, ce qui se passait, c'est une famille nombreuse, monoparentale, la maman est morte. En général, on les disperse à l'assistance publique. Grâce à mon frère Antoine et ma sœur Nicole, nous avons vraiment échappé à l'assistance publique. Et du coup, vous êtes parti d'études supérieures. C'est comment Paris quand on vient de Guyane? À cette époque en plus? Quand on arrive en automne, c'est moche, c'est humide, c'est gris, c'est marron, c'est déprimant. C'est génial. Mais le lendemain, quand on découvre qu'il y a une librairie tous les 100 mètres, moi, mon bonheur, je loupe 15 jours de repas pour acheter des livres. C'est une époque absolument passionnante. Hein. Moi, c'est les années 70. Hein. Je fais mes études voilà, dans la décennie 70. C'est une décennie de combat, de mobilisation. C'est la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et vous suivez tout ça? Contre les décolonisations. Plus que mes cours à l'université, je dois admettre. Et partout il y a, parce qu'il y a des désillusions, donc partout il y a des forces politiques, des jeunes, des étudiants qui se mobilisent, des leaders, des personnes charismatiques, des personnes intelligentes. Vous regardez ça? Moi, je comprends que là, il se passe plein de choses dans le monde. Vous avez quel âge à cette époque? Je regarde pas, moi, je suis dedans, je plonge. Je plonge. Avec et sans nageoire, je plonge. Ah ouais. On découvre comme ça, on rentre dedans. Je crois que c'est à ma maman que je le dois. J'ai toujours eu, au fond de moi, profondément, un ressort qui refuse l'injustice. Je n'ai jamais pu supporter une situation d'injustice. Mais dérisoire, hein. Mais je ne supportais pas une situation d'injustice. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, fidèle à nous, tel que je nous comprends. Votre mari a fait de la prison pour, Non, lui, il a fait de la clandestinité. Ok. Il est entré en clandestinité. C'est un choix politique clair. C'est un message politique. Voilà, nous contestons le système, nous contestons
l'organisation de notre société, nous contestons l'absence de souveraineté. Et vous dites que vous aviez un bébé de 2 mois à ce moment. Bon, mais ça suffit, ça. Chacun sa vie. Vous avez votre vie aussi. Ce serait bien que vous me parliez de la vôtre. Oui, ben un jour. Donc, j'ai choisi ma vie. Ma vie, c'est une grande feuille blanche. Et je dessine dessus. J'ai choisi les crayons de couleur. J'ai choisi les pointes. J'ai choisi l'épaisseur des mines. Et puis, j'ai choisi qu'il n'y a pas de gomme. Je me demande comment, quand on vit une vie que du coup vous tracez, vous choisissez, qui du coup parfois peut vous éloigner des autres parce que vous allez à contre-courant. Comment on vit? Est-ce qu'on se sent seul? Je ne peux pas dire que je me sois sentie seule. D'abord parce que j'ai vraiment mené des combats collectifs. C'est vrai que j'ai une personnalité qui fait que on me distingue, mais ça n'est pas toujours juste de me distinguer. Je ne suis pas la responsabilité, hein, parce que c'est très dur d'être leader. Hein. Ah oui. C'est rude, c'est pesant et c'est ingrat. Hein. Ce qui est important, la subtilité dans les combats, c'est vraiment de tout percevoir. C'est-à-dire, faut pas, sur une même cause, il ne faut pas livrer une bataille comme quelqu'un d'autre l'aurait livré il y a 20 ans, ou comme quelqu'un d'autre va livrer, si on ne règle pas ça là maintenant, va livrer dans 10 ans. Mais parce que ça fait partie des paramètres dans la bataille. Moi, quand je livre une bataille, c'est très clair. Hein. Au moment où je démarre la bataille, la victoire, elle est inscrite. Ceci étant, c'est pas une fantaisie, il ne faut pas le prendre comme... je ne suis pas une illuminée. Je suis une personne extrêmement rationnelle. C'est-à-dire que lorsque je prends une cause, je sais de quoi il s'agit. Je l'étudie sous tous les angles. J'interroge toutes les conceptions qu'on a pu avoir de cette cause-là. Par exemple, une de mes premières grosses batailles extrêmement douloureuses, mais extrêmement sensées, c'est la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Merci déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça représente dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut peser sur les trajectoires du monde à venir? Ces questions-là, je me les pose. Alors, fallait-il une loi pour reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité? Le Code noir qui déclarait que l'esclave est un bien meuble, qui expliquait que le maître avait le droit à la première fuite de lui couper l'oreille et de le marquer à la fleur de lys, à la deuxième fuite de lui couper le jarret et de le marquer à la fleur de lys, à la troisième fuite de le mettre à mort. Ce code noir a séjourné dans le droit français pendant près de 2 siècles. Donc vous arrivez, on va dire, déjà armé. Blindé. Vous êtes génial. Alors, c'était pas encore l'orgie d'Internet, des réseaux sociaux et des insultes multidimensionnelles. Il n'y avait pas autant de médias en continu, mais il y avait des médias. Et il y avait quelques émissions avec appel du public. J'ai entendu des choses. Hein. Non, j'ai entendu des choses. J'ai eu des menaces. Il y a un homme, un président d'association, qui a appelé, j'étais dans une émission sur France Culture, il a appelé en hurlant « Madame Taubira, vous salissez la France, vous mentez sur la France. La France n'a jamais été esclavagiste, la France a été abolitionniste. » Alors je réponds calmement, mais oui, elle a aboli l'esclavage qu'elle pratiquait. Parce que c'est juste, je veux dire que, à la limite, même si je dis c'est la planète Mars, la planète Mars a été abolitionniste, sur l'esclavage que la planète Mars pratiquait, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Évidemment. Bon, voilà. Et le monsieur s'est mis à hurler. Hurler dans Et on garde son la calme. radio. On garde son calme, on est focus. Ben parce que je sais, moi, d'ailleurs, je finis par lui dire, je ne peux rien pour vous, monsieur. Il est évident qu'il a besoin d'un divan. Mais quand je suis en colère, je ne suis pas en colère pour moi. Je ne suis pas en colère dans mon intérêt. Je suis pas en colère pour quelque chose qui va me profiter. Je suis en colère parce que ma conception de la justice est heurtée, elle est bréchée, elle est maltraitée. Je suis en colère pour ça. Et donc, ce qui me vient dans les mains, dans la langue en général. Ben oui, on sait. C'est ça mon arme. J'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède.
dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Quand je livre une bataille, je suis absolument sûre que c'est juste. Une fois que je sais que c'est juste de le faire, je ne vais pas laisser le boulot pour la génération suivante. Merci. Merci. C'est le bon moment pour faire cette petite transition. On va partir en activité. On va découvrir. Bon, je vous dis pas ce qu'on va découvrir. On va juste aller le découvrir. Oui, volontiers. Madame, monsieur, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va, je remercie. Une vie de star, une vie de OG. La vie de star, la vie d'artiste. Merci. À bientôt. Après vous, madame, moi je vous aide à monter. Vous n'étiez pas né que je montais dans des canaux. D'accord, c'est trop facile, d'accord. Je maltraite la jeunesse, là. Alors, il préfère que j'aille dans le fond, c'est ça? Oui, on est à la dernière place. D'abord, qui commande ici? C'est moi qui commande. C'est vous, donc c'est vous que j'écoute. On est à Petit Saut, Petit Saut. Bienvenue à tout le monde sur le lac de Petit Saut. Merci. L'eau a une couleur différente. Le lac est très profond et il y a beaucoup de matière en suspension. Parce qu'en fait, c'est un lac qui a été créé grâce au barrage que vous voyez là. Il fait 700 mètres de long, il a été créé dans les années 90 et ça a mis 18 mois à monter l'eau. Ça a mis très longtemps. Donc en fait, là, vous êtes dans l'ancienne forêt. Ici, il y avait un grand seau avant, le petit seau. Il n'était pas petit pour le coup. Et là, vous voyez au fond, il y a les arbres immergés. C'est les restes de la forêt. Et toutes les petites îles que vous voyez, c'est le reste des montagnes en fait. Ok. Est-ce que vous aimez la pirogue? Moi, je dis canot. Pourquoi? Parce que dans notre vocabulaire, les générations avant moi, c'était canot. C'est depuis qu'on structure le tourisme, soi-disant, on dit la pirogue. D'accord. Est-ce qu'on devrait chanter une chanson? Pas chaud. Comment on fait pour réussir? Donnez-moi la recette, la formule magique. D'abord, comprendre, un, qu'il n'y a pas de recette, deux, qu'il n'y a pas de formule magique. Allons sortir de la forêt empoisonnée. On a failli mourir. Vous n'avez pas eu peur? Un petit peu. Pas tout de suite, non. Je pense que ce soir, je vais me dire que quand même, il y a autre chose à faire. Et puis on a les gilets. Ça a aidé à flotter un petit moment. Je sais nager, mais je ne vais pas faire 300 km quand même. Et puis surtout en portant Chloé sur mon dos. Parce que moi, je vais couler. Et c'est très vrai, je vais vraiment couler. Est-ce qu'on peut se serrer la main? Avec vigueur. Ah, vous avez plus de vigueur que moi. Heureusement, j'espère bien. Ouais, là, il y a de la Mais vigueur. vous en avez. Oui. J'ai confiance en vous. C'est vrai? Oui, vraiment. Je vois, je perçois et j'entends chez vous de belles promesses. C'est vrai? Oui. J'espère être à la hauteur. Bon, on a passé un super moment avec Madame Taubira. Là, on revient de Petit Saut. Vous voyez, c'est déjà la nuit. Hein, ça passe super vite. Et moi, je ne peux pas finir ma journée sans dessert. Donc là, on prend un petit dessert. Et attendez. Un McFlurry Twix. Voilà, donc je viens de passer ma petite commande. J'aurais aimé aborder tellement de sujets avec Madame Taubira, mais vous savez, le temps passe vite. Bonsoir, merci. On va faire une petite pause dessert là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On va se laisser. Je vais quand même rentrer chez moi un jour. Le tournage c'était bien, me dormir c'est bien aussi. Et puis voilà, Salt and Pepper.